Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Alors monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons avec nous sur le plateau ce matin l'ancien ministre de la Justice, Henri Marge d'Orléans, avec évidemment une idée ou un projet, c'est à lui de nous dire, puisqu'il fait la promotion de cette idée, qui consiste justement à remplacer le Parlement par une Assemblée nationale composée de tous les maires pour après investir l'argent épargné évidemment, dans les cerveaux des Haïtiens et des Haïtiennes. C'est une excellente idée, un très beau projet, mais c'est comme une utopie, c'est comme un rêve. Bonjour Maître d'Orléans, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole et à tous les membres de cette radio. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation. Une idée ou un projet? Une réflexion. Une réflexion. Il ne faut pas oublier que je suis quand même professeur, donc les professeurs sont là pour cela. Ils sont là pour produire des réflexions. Ce ne sont pas des propositions qu'ils font. La proposition peut venir après, lorsqu'on a fini de travailler sur l'idée, de mûrir l'idée, et puis d'entendre aussi les contre-idées, les opinions des uns et des autres, et puis après on pourra sortir avec une proposition. Mais si vous permettez, in limine litis, comme disent les avocats, je voudrais justement préciser que nous allons parler vraiment de la Constitution, mais je ne m'inscris pas moi-même dans ce processus de révision, d'amendement, changement de Constitution qui est en cours. J'ai mon idée là-dessus, si vous voulez, je peux partager ça avec vous. Certainement, on va y revenir. Mais je ne m'inscris pas dans cette logique. C'est ça. Par contre, vous avez estimé opportun de revenir avec cette réflexion, puisqu'elle a vu le jour depuis environ 2 ans, puisqu'elle a été publiée dans le Nouvelliste. Et aujourd'hui, elle refait surface. Pourquoi? Oui, c'est un article que j'ai publié, ça fait 2 ans. Étant donné que, vous savez, la population ne lit pas tellement, on écoute beaucoup plus la radio, c'est pourquoi je viens là aujourd'hui. Mais depuis 2 ans, si vous tapez « Remplacer le Parlement » sur Internet, vous allez trouver l'article qui a été publié dans le journal Le Nouvelliste et aussi dans le National. Donc c'est depuis mai 2019. Donc l'article est là, livré au public. Donc maintenant, j'en parle, c'est parce que on parle de constitution, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de venir avec des idées neuves pour alimenter un peu la réflexion. Mais vous vous inscrivez mais pas je ne m'inscris pas dans la démarche actuelle. Non, pas du tout. Maintenant, le contexte dans lequel vous avez produit cette réflexion? Eh bien, vous savez, lorsque je regarde un peu le pays, je vois le Parlement qui est là, je vois l'éducation. Et puis je me dis, mais si on prenait l'argent des parlementaires et puis on investit ça dans l'éducation, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis de l'autre côté, je me dis aussi, si on laisse le Parlement, comme on a connu le Parlement, ça c'était en 2019, d'accord? Comme on a connu le Parlement, eh bien qu'est-ce qu'on va avoir dans 15 ans, dans 20 ans, dans le pays comme pays? Parce que finalement, ce n'est pas un Parlement qui a fait son travail. Les parlementaires ne sont pas imbus de leur travail. Le travail parlementaire n'a pas été fait véritablement. Et puis le pays en souffre jusqu'à présent. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, pendant que moi je plains un peu ce qui est arrivé en janvier 2020, je plains ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'en janvier 2020, on a eu un coup d'État pratiquement. Le président Jovenel Moïse a fait un coup d'État. À la vérité, depuis janvier 2020, on devrait considérer le président Jovenel Moïse comme un président de facto. Parce que le de facto, ce n'est pas parce qu'on a été élu seulement,
mais c'est la manière dont on gère le pouvoir. Mais si vous êtes élu et puis après, vous n'avez plus de parlementaires. Est-ce que ce n'est pas le côté péjoratif de l'expression latine de facto De fait. Ça veut dire que vous êtes un président de fait. Nous sommes d'accord. Eh bien oui, de fait, mais pas de droit. Pas de droit, parce que c'est vrai que vous avez été aux élections, très bien, mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes président, vous êtes censé avoir un parlement, mais si vous n'avez pas de parlement et que vous êtes obligé vous-même de recourir à des décrets, vous êtes un président. De fait, vous n'êtes pas un président. Je n'avais pas entendu les gens parler en ces termes du président Préval qui avait constaté la caducité du Parlement aussi. Mais quel que soit le président, si vous êtes arrivé au pouvoir comme président à partir d'un processus populaire, révolutionnaire, je disais, révolutionnaire, et que vous devenez président de la République, bon, on comprend que vous n'ayez pas le Parlement parce que c'est un processus révolutionnaire. Mais maintenant, si vous avez été aux élections, vous avez eu des députés, des sénateurs avec vous, vous avez prêté serment devant eux pour respecter la Constitution, et puis un beau matin, vous dites que vous constatez la caducité de leur mandat. Vous comprenez? C'est comme si vous êtes là, vous êtes responsable de cette émission Le Point, et puis l'émission n'a pas été réalisée un matin, et puis vous dites, comme tout le monde, vous constatez que l'émission n'a pas été réalisée. Mais depuis ce jour-là, si les Haïtiens étaient éduqués, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut investir dans l'éducation des gens. Parce que si les Haïtiens étaient éduqués, depuis ce jour-là, les manifestations que vous voyez aujourd'hui, depuis janvier 2020, tous les Haïtiens auraient déjà gagné les rues pour dire que c'est inacceptable. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé est inacceptable. Donc, malgré la réflexion, vous n'êtes pas anti-Parlement? Ah non! J'ai demandé tout simplement de prendre l'argent que l'on investit dans le Parlement, environ 5 milliards de gourdes chaque année. Ça fait quelques 70 millions de dollars américains, de prendre cet argent pour construire des écoles, pour créer la fonction enseignante véritablement, pour que l'enseignant ait un statut comme personne, comme enseignant, et puis que l'on donne de l'éducation à nos enfants. C'est tout simplement ça. Et puis maintenant, les parlementaires, puisque le travail parlementaire serait fait par les maires, au lieu d'être là à Port-au-Prince, qu'est-ce qu'on fait à Port-au-Prince? Il n'y a rien du tout, enfin, pas rien du tout. Tout le monde sait ce que font les parlementaires ici à Port-au-Prince. On est là, on est dans les différentes... Nous l'avons toujours accepté comme normal. On est dans les différentes officines, dans les couloirs, avec les copies de CV pour sa femme, pour Thibaut Boutou, pour les amis, pour demander un peu. Et puis, maintenant, vous oubliez votre travail de parlementaire. Alors maintenant, je me dis... Pourquoi ne pas prendre cet argent? Les maires, puisque les maires sont là, eux, les maires, ils ne peuvent pas laisser leur commune. Ils vont laisser leur commune tout simplement pour rentrer ici à Port-au-Prince pour faire le travail parlementaire pendant 2 semaines, 3 semaines, ou même 1 mois, en 2 sessions peut-être par an. 2 sessions par an, et puis ils viennent, ils font le travail parlementaire, voter des lois, et puis ensuite ils retournent à leur commune. Ils auront quand même la mission de légiférer. Mais bien sûr, ce sont les parlementaires. Ce sont des parlementaires maires. Des maires parlementaires. Des maires qui sont des parlementaires. Ensuite, ils auront aussi comme tâche de contrôler le gouvernement aussi? Bien sûr. Ils font tout le travail que fait le Parlement, sauf qu'ils ne sont pas là pour Port-au-Prince en permanence. Alors, dans la réflexion, puisqu'il faut quand même faire un travail de secrétariat, de cabinet, dans la proposition, dans la réflexion, pour être plus précis, il est dit que les maires auraient un conseil interdépartemental, qui serait composé de 20 personnes ou bien de 22, si on veut inclure la diaspora aussi, je serais pour cela, qu'il y ait maintenant un conseil interdépartemental, mais avec des gens, des conseillers interdépartementaux nommés par des maires. Dans chaque département, on aurait un conseiller et un conseiller adjoint. Et puis eux-mêmes, c'est comme si c'est le cabinet des maires parlementaires qui seraient ici à Port-au-Prince, qui font l'intermédiation entre Port-au-Prince et puis les maires, là où ils se trouvent. Et puis eux-mêmes, ils suivent un peu ce travail qui est fait par le gouvernement. Ils assistent
éventuellement aussi aux réunions du Conseil des ministres. Comme ça, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Naturellement, ils ne votent pas au Conseil des ministres, mais ils participent normalement aux réunions du Conseil. Ils sont au courant des contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face. Et puis, ils sont en contact naturellement, comme ce sont des conseillers départementaux, ils sont en contact avec les maires, puisqu'ils sont élus par les maires. Mais il y a déjà d'autres structures qui sont prévues dans la Constitution de 1987, par exemple les collectivités territoriales, les conseils départementaux, conseils interdépartementaux, tout ça. Et pourquoi ne pas donner beaucoup plus de, je dirais, de missions, de tâches à ces structures qui sont déjà dans la Constitution? Parce que ce que vous préconisez là n'est pas dans la Constitution. Pas du tout, pas du tout. En fait, écoutez, on a créé une Constitution de 87. Moi, je suis un partisan de cette Constitution de 87. C'est comme si cette Constitution était placée dans un contexte historique. On venait de sortir de la dictature, donc il fallait avoir une Constitution rempart contre la dictature. Et puis donc, on l'a eu. C'est pourquoi vous voyez que le président de la République ne peut pas, comme dans un régime parlementaire, dissoudre le Parlement. Il ne peut pas le faire. Le Parlement tout puissant, pratiquement. Je comprends le contexte, la conjoncture, et tout le monde peut le comprendre, c'est normal. Mais maintenant, les constitutions de 87, probablement, n'avaient pas pensé à la note. À la note. Parce que lorsque vous créez une structure de ce genre, avec les conseillers interdépartementaux, les assemblées, les délégués de ville, les assemblées communales, etc., il faut penser à la note aussi, qui va payer tous ces gens. Alors maintenant, je vous dis, tout cela est hors de nos possibilités. On est un petit pays, on est pauvre. Alors, il faut faire avec ce que l'on a. On a quoi? On a les maires. Les maires sont en train de faire un travail irremplaçable. On ne peut pas se passer des maires. Et puis bon, on a les maires. Les maires sont élus par les gens de la commune. Ils sont élus. On n'a pas besoin d'un conseil municipal véritablement. Je préconise dans la réflexion que l'on ait un maire et un maire adjoint. Et puis le maire, 2 fois par an, ou bien on peut toujours convoquer le Parlement, entre guillemets, l'Assemblée nationale, que je l'appelle à l'extraordinaire. Eh bien, le maire, il quitte maintenant sa commune, il vient à Port-au-Prince. À ce moment-là, on ne lui paie pas. Il ne reçoit pas un salaire comme maire. Il ne reçoit rien pratiquement comme maire, comme député, pardon. C'est seulement quand il rentre à Port-au-Prince, et puis bon, il est logé et nourri, il fait son travail. Il y a le conseil interdépartemental qui est là, qui prépare le travail tout naturellement avec le secrétariat de cette Assemblée nationale. Et puis le gouvernement, on prépare le travail parlementaire. Parce que tout se prépare, il faut un groupe pour préparer le travail. Et puis lorsque les maires parlementaires viendront à Port-au-Prince pour remplir la fonction nationale, parce que c'est ça, il y a la fonction locale du maire. Quand il se déplace maintenant pour venir ici à Port-au-Prince, c'est la fonction nationale. Et bien quand il arrive ici, il est logé quelque part. Et tout simplement, c'est seulement ça que coûte l'État. Est-ce qu'ils auront aussi à venir à Port-au-Prince pour ratifier les premiers ministres? Mais on n'a pas de premier ministre dans les réflexions que j'ai soumises. On n'a pas de premier ministre. On a un maire, oui. On a un maire et un maire adjoint pour la commune. On répète cela au niveau national aussi. On a un président et un vice-président. Donc on n'a pas de premier ministre. Donc là, vous avez rejoint les propositions qui sont en débat actuellement. Bon, ils m'ont rejoint. Parce que je vous dis que c'est un article qui est publié depuis 2019, donc ils m'ont rejoint, parce que, bon, probablement, ils l'ont lu, cet article que j'ai publié, et puis, bon, ils ont tiré ce qu'ils veulent de cet article. Ils m'ont rejoint, je ne les ai pas rejoints. Ah, OK. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de risque que les administrés soient un peu délaissés par les maires? Vous savez, c'est une pratique que l'on a connue dans quelques pays. Pratiquement, bon, pour un pays qui est beaucoup plus proche de nous en matière de culture, je dirais la France par exemple, c'est une pratique qu'on a connue en France depuis 1919, depuis le 19e siècle, qui est abandonnée, il faut le reconnaître, qui est abandonnée en fait depuis 2017, qui est abandonnée.
Mais depuis le 19e siècle, on connaît cette pratique. La pratique a été abandonnée suite à des rapports préparés par 2 commissions. Une commission qui a été présidée d'ailleurs par un ancien Premier ministre, Édouard Balladur, ensuite une deuxième commission par Lionel Jospin, et puis qui ont recommandé justement de mettre fin à cette pratique en France, parce que justement, les députés étaient beaucoup plus dans leur commune faisant le travail de maire, et puis pas assez disponibles à Paris pour le travail de parlementaire. C'était ça principalement la raison pour laquelle on l'a abandonné. On l'a abandonné en 2017. C'est ce qu'on appelle le cumulard. Pourquoi pensez-vous pouvoir revenir à une formule abandonnée par la France? Très bien. Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez, c'est Montesquieu qui a dit que les lois, c'est ce qui dérive de la nature des choses. Et que ce serait un grand hasard si une loi qui est correcte pour un pays, bien sûr, est correcte pour un autre pays. Parce que dans chaque pays, il y a la réalité de ce pays. Quelle est la réalité d'Haïti? La réalité d'Haïti, c'est que les maires qui sont ici à Port-au-Prince, les députés, les sénateurs qui sont ici à Port-au-Prince ne font rien ici. Contrairement... On ne va pas être d'accord. Hein. Bon, c'est possible. En tout cas, c'est là. Les résultats sont là. Alors, excusez-moi, ils sont là et ils viennent siéger. Ils ratifient les premiers ministres. Et je ne sais pas à quel prix. Oui, bon, il ratifie les premiers ministres, il vote des lois, beaucoup de lois. Tu peux inviter l'un d'entre eux là pour te présenter tout le travail législatif réalisé par une législature. Et puis le public sera très content. Édifié. Très édifié à partir de cela. Maintenant, alors, je vous dis... Mais dans la réalité, selon vous, il ne faut rien. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils font que les maires ne pourraient pas faire en 2 ou 3 sessions par an, ici à Port-au-Prince? Et puis, vous voyez quelle économie on ferait. Moi, je suis beaucoup de personnes savent que je suis plutôt avocat, professeur de droit, mais je suis pratiquement un entrepreneur aussi. Je suis un entrepreneur, j'ai une mentalité, une réflexion de businessman également. Je dois voir à quoi cela sert. On dépense 5 milliards de gourdes chaque année pour des parlementaires. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors qu'on pourrait économiser cet argent et sortir l'éducation de son indigence. Au lieu d'avoir 11% du budget national alloué à l'éducation, on aurait peut-être 25% si on ajoute les 5 milliards que l'on investit. Pour rien, pour moi. On peut en discuter. C'est pourquoi je vous dis c'est une réflexion. Ce n'est pas une proposition. Je vous dis quel est le coût d'opportunité de cette dépense. Quel est le coût d'opportunité? Ça veut dire à quoi cela sert dépenser 5 milliards pour avoir quoi comme résultat, quoi comme output. Et c'est ça ma préoccupation. C'est pourquoi je livre à cette réflexion à la nation pour voir si les gens peuvent être tombés d'accord sur une réflexion de ce genre et puis avancer. Si on avance dans cette réflexion, dans quelques mois, on peut déjà rétablir l'ordre dans le pays, l'ordre constitutionnel. Si on adopte cela, bon, on peut même arriver à l'idée que le président pourrait même ne pas être élu au suffrage universel. On a tout simplement une assemblée de maires. C'est justement à la hauteur de nos moyens. Et puis c'est efficace aussi. Parce que vous avez les maires qui sont là. Eh bien, les maires pourraient se réunir en Assemblée nationale et puis élire le président au 2e degré, tout simplement. Un président, un vice-président, et puis la République recommence à marcher. Ce ne sera pas trop facile pour les gens de devenir résidents? Au second degré, vous avez dit. Mais ce serait... Je crois que c'est autant. C'est autant avec avoir une assemblée, par exemple, de 150 maires, et bien vous faire élu par ces 150 maires, qui sont eux-mêmes élus directement au suffrage universel, et bien le travail serait pratiquement le même, avec peut-être moins de dépenses pour une campagne électorale présidentielle, moins de dépenses, moins de promesses aussi, moins de mensonges, de duperies. Oui, ça, ce qui me fait penser au titre de ton livre, « Change-toi, toi-même et change ton pays ». Donc là, il y a un sérieux travail de mentalité à faire chez les Haïtiens, nos politiciens notamment. Peut-être si on a le temps, on pourra dire de petits mots sur ce livre.
dont l'apparence me plaît, d'ailleurs, professeur. Ça me fait plaisir. Et on va observer la pause. Au retour, j'aurais bien aimé aborder le chapitre de la séparation des pouvoirs tel que préconisé par Montesquieu. C'est également de votre réflexion. Absolument. On verra tout cela après la pause. Ce sera un plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Henri Marge d'Orléans est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est Maître d'Orléans, Henri Marge d'Orléans, qui est avec nous ce matin pour une petite causerie, une petite réflexion. Et comme je l'avais annoncé, est-ce qu'on ne peut pas maintenant revoir la théorie de la séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, telle que préconisée par Montesquieu? Eh bien, vous voyez, on ne fait pas accro. La réflexion ne fait pas accro à la théorie. Vous savez, c'est une théorie. Une théorie, c'est quelque chose qui est pur, etc., et puis qui attend d'être appliqué dans la réalité. Et puis dans la réalité, on va adapter la théorie avec la réalité. C'est toujours comme cela. Par exemple, la théorie de la séparation des pouvoirs, il n'y a pas de pays où cette théorie s'applique de manière orthodoxe, définitive. Vous prenez le pays par excellence, avec John Locke, où l'on a commencé avec les premières idées dans son traité sur le gouvernement civil. Mais le Premier ministre britannique, le Prime Minister, mais c'est un député qu'il est. Mais il est chef du gouvernement. Mais il est député. Donc, où est la séparation des pouvoirs? Aux États-Unis d'Amérique, pour prendre deux exemples, pour faire court, aux États-Unis d'Amérique, le vice-président du Sénat, le président du Sénat, c'est le vice-président des États-Unis d'Amérique. Donc, on va me dire, où est la théorie? Mais la théorie est là. C'est à chaque pays maintenant, selon vos réalités, de l'adapter. Alors moi, dans la réflexion, je me demande si, étant donné la pauvreté, l'indigence d'Haïti, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de très efficace, d'efficace, utiliser les maires qui sont là comme parlementaires, tout simplement. Et puis, il n'y a pas de problème avec la théorie. Les maires sont contrôlés aussi. Les maires sont contrôlés par qui? Par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Est-ce que les trois pouvoirs existeront quand même? Mais ces trois pouvoirs. Le maire aura tout simplement deux chapeaux. Le maire aura deux chapeaux. Un chapeau local, un chapeau national. C'est le dédoublement fonctionnel. Il a un chapeau local, un chapeau national. Chapeau local quand il est à la commune, et puis chapeau national quand il vient ici comme parlementaire et puis qu'il exerce sa fonction. C'est comme le vice-président des États-Unis. Il a un chapeau de vice-président, il a un chapeau de président du Sénat. Le Premier ministre a un chapeau de député, il a un chapeau de Premier ministre, chef du gouvernement. Ce n'est pas un problème, ça, c'est quelque chose qui existe. Quid du contrôle sur la mairie? Le contrôle aura toujours lieu. On contrôle le maire dans son travail national, dans son travail local, comme maire. Eh bien, le maire serait soumis à deux contrôles maintenant. Il y aura tout d'abord le contrôle de son assemblée communale qui contrôle son travail. Et puis, il y a comme autorité, comme il a l'autonomie, la mairie a l'autonomie administrative et financière, eh bien, à ce titre, les actions du maire, les actes du maire, je veux dire, exactement, les actions du maire seront contrôlées par la Cour supérieure des comptes. Et c'est la Cour supérieure des comptes qui donnerait également au maire des charges. On n'aurait pas l'ambiguïté juridique, le galimatias juridique dans lequel les parlementaires actuels nous ont mis. Parce qu'ils nous ont mis dans quel galimatias juridique? Ils s'arrogent le droit eux-mêmes de se donner. Parce qu'on n'avait pas prévu de contrôle sur les parlementaires. Non, c'est parce qu'ils ont la mentalité comme cela. Ils ont une mentalité. Vous savez, on ne peut pas tout prévoir dans une constitution, dans une loi. Il y a tout simplement, la chose c'est quoi? La chose c'est que vous ne pouvez pas être juge et partie. Donc si vous êtes maire, vous êtes parlementaire, vous êtes questeur, vous êtes président, mais il y a la Cour des comptes qui est là. C'est la Cour des comptes qui doit vous donner des charges. Vous ne pouvez pas vous-même vous donner des charges. Et puis,
Donc ça veut dire qu'on tombe Et dans le refuser de donner des charges à autrui. N'est-ce pas? Je ne le dis pas pour ne pas donner l'impression que je prêche pour ma chapelle, mais ils pensent tenir les anciens ministres dans une sorte de mort civile. Pendant ce temps, eux-mêmes... Vous êtes en train de nous dire là qu'on ne vous a pas encore donné... Ah oui, j'ai quitté le ministère de la Justice depuis 2006. Ça fait 15 ans. Et j'ai toujours pas de décharge. Oui, mais est-ce que vous avez rempli toutes les formalités? Vous savez que je les aurais remplis de toute façon. Oui. Et puis chaque fois qu'on leur écrit, eh bien bon, la chose c'est qu'ils ne s'occupent pas de cela. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils peuvent mettre le bâton dans les roues de potentiels, de futurs candidats. Donc comme ça, ils diminuent le nombre de concurrents potentiels. Je comprends. Mais ils peuvent se rassurer, je ne suis pas un de leurs concurrents. Oui, mais vous n'êtes pas les seuls à être dans cette situation. Il y en a pas mal qui n'ont pas reçu des charges de leurs fonctions. Bon, maintenant, voyons pour la formule telle que vous la concevez, telle que vous la préconisez aussi, professeur. Est-ce qu'entre autres avantages, par exemple, il y a l'argent... L'économie, définitivement. Oui, il y a l'économie, il y a aussi les cerveaux des jeunes à garnir grâce à cet argent. Vous imaginez qu'on prenne cet argent seulement et puis on mette cet argent dans l'éducation. Ce que ce pays serait dans 10 ans, dans 15 ans. On prend 5 milliards de gourdes et puis on l'investit dans l'école. On crée la fonction enseignante. Peut-être que moi, ou bien même vous-même, M. Théodore, peut-être que vous deviendrez professeur enseignant à ce moment-là, parce qu'on aurait créé un statut de l'enseignant. Parce que maintenant, l'enseignement, c'est l'indigence de la République. Et puis, on peut carrément voir ce que cela va donner, quel pays on va avoir à partir de l'indigence dans laquelle se trouve l'enseignement aujourd'hui. Donc, la formule est avant tout économique. La formule est économique. Ensuite. La formule aussi assainit l'État. Les avantages sont là, un par un. Dans cet article, d'ailleurs, nous allons recommander la lecture de cet article par vos téléspectateurs, vos auditeurs, parce que c'est là qu'ils auront beaucoup plus de détails sur cette réflexion et qui pourraient combattre cette réflexion. Vous savez, lorsque vous avez des maires qui remplissent la fonction de parlementaire, c'est plus efficace comme politique. Parce que vous savez, lorsqu'un parlementaire, après son élection, eh bien bon, on ne le voit plus pratiquement. Les personnes qui l'ont élu ne le voient plus dans la circonscription, pour la plupart. Ils sont là, à Port-au-Prince, en train de régler leurs petites choses. Toute la République sait de quoi je parle. Alors maintenant, ce qu'il va y avoir avec cette formule, c'est que le maire lui-même, il ne peut pas se déplacer, parce qu'il est là. C'est un gestionnaire qu'il est là, il est là, il ne peut pas prendre la fuite. Donc ça veut dire qu'il a une obligation d'efficacité. Alors parce qu'il est là avec un devoir. Un devoir. Mais il n'a pas le choix, sauf alors à donner sa démission comme maire. Mais il n'a pas le choix, il ne peut pas venir se cacher à Port-au-Prince, parce qu'il est maire dans une commune. Et c'est pourquoi vous dites que la formule est plus démocratique que le système actuel? Mais c'est définitivement plus démocratique. Vous savez, le maire est là, tout près de ses mandats. On vote le maire. On le voit. Il est avec nous tout le temps. Tout le temps. Oui, mais est-ce que les gens vont peut-être se dire ils n'ont pas besoin de voir leurs dirigeants, ils ont besoin qu'ils fassent des choses, qu'ils réalisent des choses aussi? Eh bien, vous voyez, c'est pourquoi ils réalisent autant de choses, n'est-ce pas? C'est que le maire, lui, il n'a pas... Et puis, vous savez, cela rehausse la fonction du maire aussi. On fait du maire quelqu'un, maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui viendrait là à la merci des députés. Des députés qui signent des contrats ou bien qui obtiennent des contrats au nom du maire, pendant que le maire, lui, là où il est, il ne voit rien du tout. Non, mais il y a un travail de substitution qui se fait aussi. Le député exécute des projets que le maire aurait pu exécuter lui-même s'il avait les moyens. Je vous fais grâce de toutes ces considérations. Parce que je sais que, comme journaliste, vous êtes plus informé de ce que font les parlementaires que moi, n'est-ce pas? Je livre tout simplement une réflexion qui est, pour moi,
très économique, et puis qui a beaucoup plus d'efficacité aussi. De l'efficacité. C'est que le maire, au lieu d'être là à la merci du ministère de l'Intérieur, c'est vrai que dans sa fonction locale, il relèverait toujours du ministre de l'Intérieur, de sa fonction locale. Mais en même temps, le ministre de l'Intérieur sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a l'habitude de venir siéger comme parlementaire aussi. Et puis à ce moment-là, on crée beaucoup plus de respect maintenant pour le maire. Et vous savez, on crée beaucoup plus de... Même pour la population, pour la société. La société, le fait maintenant d'être en contact avec son député, son maire député, vous créez beaucoup plus d'engouement pour la société, pour la population, pour se présenter aux élections et puis participer à la vie publique. Vous créez aussi une coopération intercommunale incroyable. C'est vrai qu'ils font les efforts maintenant pour avoir des associations de maires, etc. Mais vous imaginez, si vous avez 150 maires à peu près, j'arrondis, 150 maires qui se réunissent 2-3 fois par an, et bien à ce moment-là, pendant qu'ils font le travail national de légifération, de contrôle du gouvernement, mais pendant ce temps aussi, ils font des échanges entre eux. Le maire de Fort-Liberté sera en contact avec le maire des Irois. Et puis qu'il dit, ah mon cher, dans tel bagage, qui s'en fait dans tel problème, là en face de tel problème, qui s'en fait, etc. Pendant monsieur a boit un petit gorgon, boit un petit bière au moment du travail législatif, ils se rencontrent et puis ils font des échanges sur les problèmes auxquels ils font face comme maire. Non, monsieur Dab dit que les parlementaires ont fait le tour eux-mêmes. Les parlementaires ont rencontré entre eux autour, donc la commune, pas maintenant, circonscription, pas maintenant, mettre tel problème qui était gagné, mais qui j'en résoudre. Est-ce que obligé que ces maires parlementaires là qui va le faciliter? C'est que le parlementaire parle de choses, mais le parlementaire n'est pas au courant de ces choses vraiment, parce que le parlementaire ne vit pas la réalité de la commune. Il n'est pas obligé d'être là dans la commune. La question, c'est que le maire, lui, il est obligé d'être là. On peut même faire des échanges intercommunaux, créer une intercommunalité véritable. Ça veut dire que si la mairie de Fort-Liberté a un expert, par exemple, dans tel domaine, eh bien bon, la mairie de Pointe-à-Raquette, par exemple, peut lui demander, eh bien, envoyez-moi votre spécialiste pour quelques jours, etc. Vous créez une autre dynamique dans la nation. Vous savez quoi, M. Théodore, le pays désespère. Donc, au lieu de rester là, à réchauffer des choses, des histoires, etc., qui ne vont rien donner, parce que nous savons déjà créer un Parlement, ce que ça va donner. Nous le savons déjà. Aller aux élections, créer... Pourquoi on n'aurait pas les mêmes sénateurs? Les sénateurs que l'on a eu, pourquoi, d'après vous, en janvier 2020, pourquoi, d'après vous, la population ne s'est pas levée pour dire... Non, Monsieur le Président de la République, on n'est pas d'accord avec vous pour constater la caducité du mandat de la Chambre des députés et puis des 2/3 du Sénat. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est à cause des parlementaires que l'on a eus. On se demande, mais pourquoi aller se prononcer contre ces gens-là? On n'a pas l'impression dans le concert des propositions contre l'existence du Parlement, par quoi que tôt ou tard, son structure capitaine va disparaître? Eh bien, même si on n'a pas tenu compte de propositions de réflexion pour là, on a l'impression que députés et sénateurs, en tout cas ceux qui s'accrétaient, tu as au moins gagné une autre attitude, un autre comportement, et pour que au moins courant ou encore perception que vous gagnez de eux, pas fait que dans 10-15 ans, et on leur parler de Parlement haïtien, c'est du passé qu'on va parler de ça. Même pas pour qui ça peut changer. Écoute, si j'occupe une fonction, on me paie grassement. J'étais enseignant il y a quelques semaines, et puis je suis allé aux élections. Je deviens parlementaire, député. D'accord? Je reviens d'un régime de 25 gourdes, de 30 000 gourdes par mois. Et puis maintenant, voilà, je suis député maintenant. J'ai véhicule, j'ai des frais de fonction. Chaque fois j'ai toutes les petits frères, les petites sœurs, comme on dit, d'accord? Je peux donner du travail à mes partisans. Tout le monde qui est avec moi, mettez dans le lycée, me fait un cher dans le lycée. Si son monde qui est à l'étranger, quelques petits ménages, me vaut dans l'ambassade, dans le consulat, mal fait pression sur le ministère des Affaires étrangères là. Écoute, pourquoi ça va changer? On va comme ça.
Pour que ça, donc, vous voulez pour contre moi? Non, mais là, c'est si on va demander que c'est eux-mêmes pour changer les. Bon, on ne va pas demander aux parlementaires pour changer ça tout. Ou dans la place, on ne va pas faire, d'accord? Bien sûr. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à l'avenir, si nos actuels dirigeants ne s'amendent pas en termes de comportement et de mode de fonctionnement aussi, eh bien, eux vont contribuer à la disparition de cette structure. C'est possible, c'est possible. Mais moi, je m'inscris dans une dynamique où je fais prendre conscience à la nation, à la société haïtienne de quelque chose. Et pour que la société dise, oh, d'accord, on ne veut pas de cela, on choisit cela. Parce que c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que je ne m'inscris pas dans la révision constitutionnelle, on l'appelle amendement, on l'appelle changement de la Constitution, parce que je ne veux pas qualifier cela à la télévision, mais ça a une qualification dans le langage vulgaire, que vous êtes président de la République, vous avez été élu sous l'empire d'une Constitution, vous avez prêté serment, et puis brusquement, vous constatez que le Parlement n'est pas là. Brusquement, comme moi, Henri d'Orléans, je constate que le Parlement n'est pas là. Et puis maintenant, je prends des décrets, et puis je lance je mets ça entre guillemets, un changement de constitution. Mais de quel droit vous le faites? Vous n'avez ni la loi de votre côté, ni la légitimité. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Donc c'est pourquoi j'hésitais un peu à venir ici, dans ce contexte, justement, où l'on parle de constitution, pour qu'on ne pense pas que je m'inscrive moi-même dans cette dynamique. Mais ce serait quand même votre droit, monsieur le ministre. De m'inscrire dans cette dynamique? Oui. Non, parce que je trouve que ce n'est pas correct. Non, là encore, vous estimez que ce n'est pas correct, on est d'accord. Mais vous pouviez aussi, comme les autres, l'estimer correct. Dans l'un ou l'autre cas, c'est votre droit. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voyons maintenant pour les autres avantages. Vous parlez de la formule qui peut renforcer la fonction de maire. Mais bien sûr. Quand vous êtes maire, vous êtes parlementaire. Eh bien, vous êtes quelqu'un maintenant. Vous n'êtes pas le petit maire de Pointe-à-Raquette, etc., etc. Face au pouvoir exécutif, vous êtes une autorité. Comme le parlementaire actuel, comme le député actuel, comme le sénateur. Donc ça veut dire que la fonction du maire s'en trouve renforcée, mais pas pour rien. Parce que pour le moment, nous renforçons ces fonctions parlementaires-là pour rien. Parce que la République n'a pas vraiment rien, non, parlementaire, que nous faisons bien grosse, nous faisons sénateur paquet de monde, on député un paquet de monde, et puis ils prennent là pour eux-mêmes seulement. Ils prennent gros pour eux-mêmes seulement. Qui ça te fait penser que Formule ça est capable d'encourager les citoyens à participer dans l'élection ou encore aux affaires du pays? Parce que maire là tout près. Maire là tout près. Si le citoyen, ouais, maire là a accès au pouvoir central, maire là après entrer Port-au-Prince, là pas le contrôler le gouvernement, là pas le contrôler ce que le gouvernement fait. Là, senti que maire là à côté de lui a une importance pour lui, et puis à partir de ce moment, il a commencé avec une nouvelle affection maintenant, même avec la politique. Parce que finalement, on ne peut pas attendre à qui pourcentage maire qu'on est élu, président ou élu, c'est même genre. Président élu avec à peu près, bon monsieur dit 500 000, presque 600 000 voix, peut-être qu'il y a 6 millions de monde qui ont voté. Donc 600 000, ça fait combien? Ça fait à peu près le dixième de l'électorat. Ça veut dire qu'on a une désaffection. Ben, ça en fait pour interroger nous. Pourquoi la population ne s'intéresse pas à cela? Il y a des magistrats actuellement qui ont élu avec 1000 voix, 2000 voix. Ça veut dire que la population n'est pas intéressée dans la bataille politique là. C'est ça qu'on a révélé une sorte de désaffection. Les coupés fâchés avec la bataille politique là. Et bien, il faut retourner dans la politique là. Retourner dans la politique là. Excusez-moi, professeur, est-ce que il y a deux éléments que nous devons considérer pour désaffection ça? Un, sous Duvalier, on n'est pas capable de dire ou pas faire politique, dictature. Deuxièmement, pour la première grande expérience élection que nous avons fait, c'était 29 novembre, Jean Reconnaît, qui a voté dans le sang. Et génération qui est là, capable de lever, tant de monde là qui a dit que attention, on pas doué dans la politique. Depuis dans la politique, on peut mourir, on peut ceci, on peut cela, et on est capable de venir ouvrir les sur pendant qu'on va voter. Donc ça, un petit peu ralenti ou bien bloqué, élan ou velléité, le monde est capable de gagner pour aller participer à l'élection. Ou pas quoi, face à ça, on a de considérer le tout?
Ou qu'on est là considérer un événement social, il y a plusieurs bagages qui rentrent là-dedans, il y a plusieurs paramètres qu'on peut considérer. Peut-être que ça, c'est Yondo. Et c'est peut-être ça me profiter pour me saluer l'initiative Pasteur. Parce qu'il y a longtemps, m'a dit dans le pays, dans le cadre de conférence qu'on a fait, qu'on a de temps en temps fait une conférence sur la révolution éthique dans le pays. Et puis m'a dit Mounio, c'est pour eux tout, même si c'est chrétien ou c'est ou connaissez dans le ciel ou pour aller, mais en attendant c'est sous terre, vous voyez. Donc bien content moi, pasteur qu'on a commencé à rentrer dans la bataille politique là, c'est une bonne chose. Son bagaille pour l'encourager parce que c'est un bagaille qui a revitalisé la fonction politique. Naturellement, moi regrette c'est dans le contexte ça. Là vient gonti du prix là-dedans parce que vous connaissez affaire de mandat président qui finit pas fini, hein, son du prix là et non petit gens tromper population et puis c'est pas à l'avantage du pays non plus. Nous tromper population dans qui sens? Moi avec nous contribuons à cela, oui cher ami. Nous contribuons à cela comment? Nous dit mandat président commencé en 2016, pas vrai? Ce qui est vrai, ce qui pourrait être vrai, on dit le comme ça, ce qui pourrait être vrai. Parce que vraiment, si M. Prévert, il était 120 jours pour le finir avec l'élection, s'il était fini en juin, effectivement, le président tape monté en juin, l'étape là, jusqu'à 2021. C'est clair, il a perdu 4 mois dans le mandat. Et pour qu'il doit continuer comme ça, et si le président a monté en octobre, et s'il a monté en décembre, toujours 2015, eh bien, on a dit que le mandat toujours fini en 2021. Mais maintenant, quelle est la question? La question, c'est que pourquoi avoir attendu le 7 février 2017? Pourquoi? C'est ça la grande question que personne n'a jamais posée. L'équipe qui était là, en place là, on dit, mais pour qui ça? Nèg la fin élu depuis, en novembre, décembre. Pourquoi ça n'a pas cherché une façon de battre le pouvoir? Puisque s'il était élu en juin, si l'élection était faite en juin, tu as le pouvoir. S'il était fait en août, tu as le pouvoir. Pourquoi il ne soit pas de balle pouvoir carrément? Balle en janvier 2020. Tout le monde connaît que M. perdu 10 mois. Balle le 1er février. Pourquoi le 7 février? C'est un coup de volonté pour induire les gens en erreur. Et puis, on a payé ça. Parce que pour qu'il soit, tu as besoin de temps le 7 février. C'est pourquoi M. Jovenel Moïse lui dit que lui-même, il était le pouvoir 7 février, et puis c'est 7 février 2022, il était là en 2017. Ça a une certaine logique dans les faits. Bon, le chita a son article 134.1. Oui, qui dit que c'est 5 ans. C'est nous-mêmes, parce que si c'est pendant l'année 2016 là, il était bas le pouvoir, il était d'accord qu'il a perdu quelques mois. C'est l'obtention 7 février. Bon, moi-même, si je suis en place, monsieur qui était sous Bayolé, ça, c'est pour dire, monsieur, pouvoir 6 février, au moins. Oui, monsieur, 6 février, ou pas le 7 là. Parce que depuis le 7 là, qu'on bagaille, qu'on message que vous voyez, la population, tout le monde. Et puis, vous savez quoi aussi, depuis période ça, depuis février, Jovenel Moïse pouvoir en 2017, je n'ai pas jamais entendu. Par contre, si on dit ça, même pas jamais entendu aucune institution, aucun organe parler de une affaire que le mandat a fini en 2021. Sauf à partir de 2020. C'est ça. À partir de 2020, monsieur Voyer, sénateur, il commet un autre acte de vagabondage. Oui. On n'a pas obligé de camper, professeur. Et alors, on n'a pas le résumé, mais on a dit que ça, ou même au produit comme réflexion que tout le monde a doué, bon, à réfléchir sur les tout, c'est remplacer le Parlement. Alors, ça, c'est pour le monde qui fait rejoindre, on a dit ça. C'est remplacer le Parlement par une Assemblée nationale composée de tous les maires et investir l'argent ainsi épargné dans les cerveaux des Haïtiens et des Haïtiennes à travers les écoles, les universités, tout ça. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça l'objectif de cette réflexion. Et puis, avant de nous séparer, livre ça, mettre la fois à dire mon petit mot sous les tout, change-toi toi-même, et change ton pays, nous, que seulement quelques secondes pour finir. Cher ami, sont les points invités pour nous parler de livre là, d'accord? Mais le livre là, sont un livre qui est écrit depuis 2015, change-toi toi-même, change ton pays. Ça avec une fait formation à travers le pays. Nous faisons formation qui est le leadership de soi,
leadership de soi, ça veut dire comment pour comporter tête ou même, pour qu'à provoquer un changement sur le plan global. C'est ça le livre là. Le livre là dit, en voie rentrer, ou besoin de changer le pays, ou bien changer quoi que ce soit, comment c'est faire, il faut avec tête ou, d'abord, avec la caillou, les gens qui proches, dans le quartier, dans l'environnement immédiat, dans les collègues de bureau, commencer à montrer nouvelle Haïti au besoin. On va parler de l'île dans la radio, tout partout. Faire commencer à dans haut, en dedans la caillou. Prêchez par l'exemple. Oui, avec Zami, il faut commencer que un nouveau pays dans haut, et puis à partir de ce moment, on va encourager l'autre monde pour faire même bagaille, etc. Et puis à partir de ce moment, peut-être que nous avons formé une masse critique de monde qui rentre dans une dynamique de changement comme ça pour nous provoquer un changement sur le plan global. Donc c'est message à ça, et c'est ça qu'on promouvoir dans le pays depuis pratiquement 5 ans maintenant. Comment résultat, oui? Est-ce que les résultats sont quantifiables? Nous-mêmes créons un mouvement qui est Haïti mérite le meilleur de moi. Haïti mérite le meilleur de moi. Nous avons le HM3. Haïti mérite meilleur moi. Donc on fait c'est H3M l'État mérite meilleur moi. Mais nous changeons 3, nous mettons pas derrière, nous avons le HM3. Pour éviter confusion, on va dire Haïti M cube. Haïti mérite le meilleur. Et puis les gens qui sont dans le mouvement, ils ont les têtes HMistes. Donc si on a dans le pays, il y a pourtant des gens qui disent HMistes, c'est ça les durs. Ils sont des gens qui cherchent à inventer le meilleur de lui chaque fois pour Haïti. Merci beaucoup, professeur Henri M. d'Orléans. Merci d'avoir partagé avec nous la réflexion et de nous encourager aussi à lire le livre Change-toi toi-même et change ton pays. Vous avez été disponible pour le public de Métropole ce matin. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite du succès et bonne chance surtout. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et je remercie les téléspectateurs et les auditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, Henri Marge d'Orléans. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous ce matin. Passez une excellente journée, une très bonne semaine et surtout un bon mois de mars avec Métropole. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.